Il est 23 heures, bonsoir à tous. Vous suivez le dernier carrefour de l'info. Pendant son séjour américain, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a échangé avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée de la question des violences à l'encontre des enfants. Nassene Batouré a réaffirmé la ferme volonté du gouvernement ivoirien de placer la protection des enfants au cœur de son action. Samedi, à Yamoussoukro, les ministres Mamadou Touré et Adama Diawara ont co-présidé la signature de plusieurs conventions pour la formation d'au moins 3000 jeunes au service civique national. 500 jeunes sont concernés pour la phase pilote qui se tiendra sur une période d'1 mois et durant les vacances scolaires. Et puis, le centre hospitalier régional de Yamoussoukro de San Pedro est totalement achevé. Construit sur une superficie de 8 hectares, cet établissement sanitaire de référence sera inauguré dans les jours à venir avec l'hôpital général de Méagui, des infrastructures visitées par le ministre de la Santé et le président du conseil régional de la Nawa. Vous êtes sur RTI 1, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée des questions de la violence contre des enfants s'intéresse à notre pays. Najat Mala Mjid a été reçue en audience par la ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Avec Nassene Batouré, il a été question de la protection des enfants et de leurs droits. La rencontre s'est déroulée à la mission permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU à New York, aux États-Unis. Amy Sissoko. Les travaux de la 66e session de la condition de la femme à l'ONU et différentes audiences avec les institutions des Nations Unies ont marqué le séjour new-yorkais de la ministre Nassene Batouré. Reçue à la mission permanente auprès de l'ONU, Najat Mala Mjid est la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée de la question de la violence contre les enfants. Abordée avec elle, la promotion et la protection des droits des enfants en Côte d'Ivoire. Nous avons mis en place un comité spécial depuis 2012, le CNS, qui est le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et l'exploitation et le travail des enfants. La traite des enfants à laquelle on assiste, c'est celle qui est sous-régionale, subsaharienne. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire lutte et nous avons plusieurs centres d'accueil de ces enfants. Ceux qui sont de la Côte d'Ivoire, ils sont rescolarisés, on essaie de les mettre à niveau pour les remettre dans le circuit scolaire, et d'autres par contre qui dépassaient l'âge d'aller à l'école, certains prennent des cours d'alphabétisation et on leur donne une formation à un métier et on les réinsère et il y a un suivi. Le nombre d'enfants réfugiés, le nombre d'enfants enrôlés, le nombre d'enfants migrants, le nombre d'enfants transférés, le nombre d'enfants vendus, le nombre d'enfants est impressionnant. Quand on les voit comme des acteurs et quand on leur donne les moyens, c'est fou ce que ça change. Donc c'est possible. Je suis ravie que vous investissiez dans le capital humain et ça commence dès la naissance. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée de la question de violence contre les enfants a répondu volontiers à l'invitation de la ministre à participer à la rencontre des ministres en charge de l'enfant de la CEDEAO en mai prochain à Abidjan. Rencontre qui définira une stratégie commune régionale dans le cadre de la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Au moins 3000 jeunes de Côte d'Ivoire seront formés aux valeurs civiques et morales. Les ministres Adama Diawara et Mamadou Touré viennent de signer plusieurs conventions à cet effet. À Yamoussoukro, ils ont réitéré l'engagement du gouvernement à œuvrer pour une jeunesse qui contribue efficacement au développement du pays. L'éclairage de Kader Sogodogo. 3000 jeunes issus de 14 districts autonomes de Côte d'Ivoire seront formés aux valeurs civiques et morales dans le cadre du service national des jeunes. Une convention de partenariat entre l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique vient d'être signée dans ce sens. L'INPHB, qui est une référence en Afrique en matière de formation d'ingénieurs et de techniciens, vient ici apporter son expertise en soutien aux jeunes Ivoiriens. 3 autres conventions, notamment l'installation et l'inauguration du guichet emploi jeune, l'extension de la parcelle agricole expérimentale qui passe de 2 à 9 hectares, font désormais de l'INPHB un pion clé
pour la promotion des jeunes. Les jeunes qui sont formés ici reçoivent des formations de qualité, ils sont formés pour l'emploi, mais nous souhaitons aujourd'hui que la Côte d'Ivoire aussi puisse former des jeunes pour l'auto-emploi, qui fera d'eux également des employeurs de demain et qui aideront justement dans la politique de réduction du taux de chômage au niveau national. Les ministères concernés, représentés au plus haut niveau, réitèrent la volonté du gouvernement d'œuvrer pour le bien-être des jeunes Ivoiriens. J'ai décidé, donc avec mes équipes, de la mise en place d'une ligne de financement qui ira jusqu'à 200 millions de francs CFA par an pour permettre donc à ces jeunes issus de l'INPHB qui sont porteurs de projets et qui ont besoin d'un accompagnement financier d'accéder à ces financements. Les structures d'enseignement supérieur et de recherche scientifique ont peut-être deux missions principales. C'est l'enseignement. Il y a aussi que ces structures-là ont une vocation, ont une mission, c'est le service à la communauté. Et je pense que là, on est de plein pied dans cette mission. La phase pilote du service national des jeunes démarre dès les vacances 2022 avec 500 jeunes. 825 francs CFA, c'est le prix du kilogramme de cacao pour la campagne intermédiaire, un prix qui se maintient au même niveau que celui de la campagne principale. De nombreux producteurs voient à travers ce geste du gouvernement une prise en compte de leurs revendications pour un meilleur revenu. C'est un constat de Jean-Luc Bangbo. Soulagement, joie, espoir. Les sentiments qui animent les producteurs de cacao au lendemain de l'annonce du prix du kilogramme pour la campagne intermédiaire sont multiformes. Nous avons rencontré certains dans leur plantation. Ils n'en espéraient pas autant. Nous avons subi le choc de la pandémie du Covid-19 et aujourd'hui, avec la guerre ukraino-russe, on s'est dit que les prix allaient s'effondrer. Et tous les oiseaux de mauvais augure nous disaient que le cacao n'allait pas être acheté même à 600 francs. Il faut prier Dieu pour le président Alassane Ouattara. Nous, on n'a pas pensé que dans cette période tumultueuse que le monde traverse, on allait pouvoir même ajouter 5 francs sur le cacao. Mais le prix a été maintenu. Donc il faut le remercier parce qu'il pense au monde agricole et surtout le monde café-cacao. Pour Dame Eliane Nguessan, membre d'une coopérative de producteurs et de petits transformateurs de cacao, ce prix va certainement booster les activités. Comme le prix n'a pas changé, nous pouvons encore travailler davantage dans le domaine de la transformation. Nous pouvons encore travailler et épauler nos maris dans nos foyers. Une satisfaction que ces producteurs voudraient bien traduire en une journée hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara. Notre manière à nous de nous faire savoir qu'on est content de tout ce qu'on vient d'attendre, nous allons organiser une journée de hommage due à son rang. Pour veiller au respect de ce prix, mais également assurer la traçabilité du cacao ivoirien, le Conseil Café Cacao a institué une carte du producteur dont la distribution se fera au cours de cette campagne intermédiaire. Dans le cadre de la redynamisation du Conseil de l'Entente, le secrétaire exécutif de l'institution sous-régionale poursuit sa tournée auprès des chefs d'État de 5 pays membres. À Niamey, Marcel Montano a été reçu en audience par le président Mohamed Bazoum. La nécessité de la mise en place d'un cadre permanent de concertation politique entre les chefs d'État des pays membres a été abordée. On en parle avec Michel Digré. Redynamiser le Conseil de l'Entente et faire en sorte que ses missions soient mieux perçues et pertinentes vis-à-vis des autres organisations telles que la CEDEAO et l'UEMOA. C'est tout l'intérêt de l'entretien entre le président du Niger, Mohamed Bazoum, et Marcel Montano, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Nous avons insisté auprès du président de la République sur la nécessité d'une concertation permanente politique entre les chefs d'État. C'est le socle du Conseil de l'Entente. Le Conseil de l'Entente, c'est quand même 5 pays sur 8 de l'UEMOA. C'est donc plus du 2/3 de l'UEMOA. C'est 5 pays sur 15 de la CEDEAO. C'est 1/3 des pays de la CEDEAO. Donc une concertation permanente, l'union faisant la force entre ces États-là, préalablement au sommet de ces institutions, renforcerait le Conseil de l'Entente. Les impacts du terrorisme dans le Sahel ont également été abordés. La situation humanitaire est inquiétante. L'insécurité alimentaire touche quand même plus de 3 millions de Nigériens. Et le président de la République a accepté de nous accompagner dans notre préoccupation d'approcher les institutions internationales telles que le CICR, l'OIM, le PAM,
pour que l'appui humanitaire de ces institutions-là auprès du Niger soit renforcé. Cette audience avec le président du Niger intervient après celle accordée par le chef d'État du Faso à Marcela Montano dans le cadre de l'explication de sa feuille de route après sa nomination au secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente. On parle maintenant de cohésion sociale. Le médiateur délégué de la région du Hambol vient d'être installé. Une prise de fonction officielle en présence du médiateur de la République et du ministre Thomas Kamara. Adama Tungara en a profité pour exhorter la population du Hambol à une franche collaboration. Le détail avec Charles Tato. La délégation de la médiature ayant en charge le règlement des conflits des régions de Gbeke et du Hambol est désormais scindée en deux. La scission permet à l'institution de médiation de se rapprocher des populations. Elle donne occasion donc au Hambol détaché de Gbeke d'avoir elle aussi sa délégation. Le médiateur de la République, patron de l'institution, Adama Tungara, y est allé en visite de travail. Objectif, informer et sensibiliser la population de la région sur les attributions, l'organisation et la procédure de saisine du médiateur de la République. De même, expliquer les missions du médiateur délégué. Adama Tungara a procédé également à l'installation officielle du médiateur délégué du Hambol et l'ouverture des locaux de la délégation. Je ferai tout pour être à la hauteur de la tâche que vous avez voulu me confier. Je suis sous votre commandement, ordonné seulement, et j'exécuterai. Nous sommes très heureux d'être venus constater que la cohésion sociale ici dans le Hambol est un état de fait. Et la présence du nouveau médiateur délégué ne servira qu'à consolider donc la cohésion sociale à laquelle nous attachons un prix important. Plusieurs cadres de la région, avec à leur tête le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Kamara, ont pris part à la rencontre. C'est une marque donc de considération pour nous, région du Hambol. Nous étions, on va dire, fusionnés à la région du Béquet. Aujourd'hui, donc, il nous installe notre médiateur délégué et nous voulons vraiment lui dire merci. Avec l'ouverture du siège local du Hambol, l'institution, le médiateur de la République, dispose de 14 délégations de médiation à travers le pays. Santé à présent, Pierre Dimba a visité l'hôpital général de Méagui. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en visite de travail était accompagné du président du conseil régional de la Nawa. Avec Alain Richard Donwayi, ils sont allés s'assurer de la fin des travaux de l'hôpital. Pierre Dimba a annoncé l'inauguration très prochaine du CHU de San Pedro et de l'hôpital général de Méagui. C'est une correspondance de Sam Conan. Bâti sur une superficie de 5 hectares, l'hôpital général de Méagui a une capacité d'accueil de 110 lits, avec un plateau technique de dernière génération. Et il est composé de 14 blocs principaux et d'une station d'épuration. Non, je suis très contente à cause de l'hôpital. Je suis heureuse, je suis fière. Vraiment, nous sommes fiers et nous sommes très contents. Vous voyez même à l'entrée. On n'a même pas parlé de l'inauguration, mais derrière le monde qui est là. D'un coût global de plus de 2 milliards de francs CFA, la construction du nouvel établissement sanitaire de Méagui entre dans le cadre du programme hospitalier 2018-2020 du gouvernement. En visite de travail pour s'assurer que l'hôpital est fin prêt pour accueillir les premiers malades, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, accompagné de son collègue Alain Richard Donwayi, en charge des eaux et forêts et par ailleurs président du conseil régional de la Nawa, annonce l'inauguration par le Premier ministre. Vous avez pu voir à quel point il n'y a plus besoin d'aller à Abidjan se faire soigner. Le ministre des eaux et forêts et moi-même sont venus en visite préparatoire, donc la visite que va effectuer le chef du gouvernement, le nom du président, pour donc offrir ces hôpitaux qui sont en construction à la population. Cet hôpital est complètement terminé, les équipements sont de pointe, l'aménagement répond aux normes, les professionnels ont été affectés et donc nos parents peuvent être assurés qu'ils bénéficieront des soins de qualité. Ce nouvel établissement sanitaire de Méagui contient entre autres les services d'urgence, les consultations externes, d'imagerie médicale, de blocs opératoires
et d'hospitalisation. On se rend maintenant à Boaké où la station de traitement de boue de vidange de la ville est maintenant opérationnelle. Elle a été mise en service par l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage. Sa réalisation a coûté près de 2 milliards de francs CFA. Sa construction intervient dans le cadre de l'amélioration de la gestion de l'assainissement autonome en Côte d'Ivoire. Kwadio Kwame. Les membres du conseil d'administration de l'ONAD, Office national d'assainissement et de drainage, à la station de traitement de boue de vidange de Boaké. Les administrateurs viennent s'enquérir du fonctionnement de cette station mise en service depuis le 21 octobre dernier. D'une capacité de 350 m3 jour, cette station offre aux sociétés de vidange l'opportunité de dépoter les produits de vidange des fosses septiques des ménages. Après 6 mois d'activité, le bilan est jugé satisfaisant. Après cette visite, on peut dire que nous sommes sur le bon chemin, puisque sur un espace d'1,5 hectare, nous avons constaté les installations qui sont effectivement achevées, qui sont utilisées. Aujourd'hui, on dénote près d'une vingtaine de camions par jour et qui progressent parce que l'objectif, c'est d'atteindre le niveau de 250 m3 jour. Cette station est un cadre approprié pour préserver l'environnement de la ville de Boaké des déversements anarchiques des boues de vidange, d'où cet appel du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité aux populations. L'ONAD a organisé aujourd'hui le secteur des vidanges. Il ne faut pas que nos parents vidangeurs s'éclisent pour enlever les boues de vidange des domiciles et aller rejeter dans la nature. Cet investissement a été réalisé par l'État pour améliorer notre cadre de vie. À terme, toutes les régions du pays seront dotées de stations de traitement de boue de vidange. Prévu la construction de 11 stations de ce type qui vont couvrir ces 11 régions, étant bien entendu que l'objectif c'est d'aller couvrir l'ensemble des 31 régions et après couvrir le département. Cette visite de terrain est précédée par un conseil d'administration tenu à Boaké en prélude à l'inauguration officielle de la station. On parle maintenant de religion. Dans la commune d'Abobo, le maire Kandia Kamara a offert des vivres à la communauté musulmane. C'était vendredi dernier. Il s'agit de vivres composés essentiellement de sucre et de riz. Le conseil municipal vient à travers ce geste traduire sa solidarité à l'ensemble des musulmans qui vivent le ramadan. Mohamed Khalil Diomandé, Franck Kwadio pour le commentaire. Des vivres pour la communauté musulmane de la commune d'Abobo. Ce sont au total 41 tonnes de sucre et 13 tonnes de riz pour traduire la solidarité du conseil municipal aux différentes familles dans cette période de jeûne. Ces dons remis par Kandia Kamara, autorité municipale, viennent alléger bien de charges et sont accueillis avec soulagement. Nous sommes très heureux. Cela va endoucir les difficultés que nous rencontrons dans le mois de Ramadan. Nous continuerons de prier pour elle, pour la municipalité, mais également pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire, qui est dirigé par le président de la République, El Hadj Alassane Ouattara, afin que Dieu les inspire et Dieu les guide et que Dieu facilite les nobles tâches qui leur sont confiées et que cela réjaillisse sur la population ivoirienne tout entière. Mois du Ramadan, mois d'adoration, mais surtout mois de partage et d'amour, la donatrice invite les populations à prioriser le vivre ensemble. Je voudrais, au nom de tout le conseil municipal et de tout le personnel de la mairie, vous dire combien de fois nous sommes heureux de pouvoir poser l'acte que nous posons aujourd'hui. Parce que c'est prescrit ainsi dans le Saint-Coran. Ce que tu as, tu partages avec l'autre. Quelle que soit la taille, quelle que soit la quantité. L'année dernière, la communauté musulmane recevait à la même période des dons. Le conseil municipal d'Abobo s'engage à renforcer les initiatives dans ce sens. Toujours après le siège du COSIM, le ministre-gouverneur était samedi dernier dans les locaux de la Caritas. Robert Mangré Bébé a été, au nom du chef de l'État, remettre des vivres à la communauté catholique qui observe le carême chrétien. Issa Chonayo. Le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé, dans les locaux de Caritas, institution de l'Église catholique pour les aides sociales et de promotion humaine, a engré 7e tranche.
ici est rendu pour faire le don des vivres du président de la République, Alassane Ouattara, aux chrétiens catholiques qui ont entamé leur carême depuis le mercredi 2 mars 2022. Le président a demandé que nous soyons très proches des populations. Nous sommes venus les saluer et les encourager. Les enfants d'Abraham sont en jeûne. Les musulmans sont en jeûne, les catholiques sont en jeûne. Donc le corps d'Abraham est en jeûne. Nous sommes venus leur apporter notre soutien parce que c'est une période qui favorise la proximité avec Dieu et qui nous indique que cette proximité doit être permanente. Bien sûr, il y a des pics dans l'année, mais de tout le long de l'année, nous devons être en proximité avec Dieu et c'est ce que nous sommes venus exprimer auprès de nos frères et sœurs ici. Un geste fortement apprécié par les responsables de Caritas Côte d'Ivoire. C'est vraiment, je dirais, un ouf de soulagement pour une cible de la population vulnérable. Savoir que la souffrance, ce n'est vraiment pas une fatalité. Dieu suscitera toujours des personnes généreuses pour répondre à leurs besoins. Le district autonome d'Abidjan envisage de collaborer avec Caritas en vue de promouvoir la valeur humaine et la charité. Et sur un tout autre plan, la situation des femmes, des médias et de la communication était au cœur d'une rencontre à Abidjan. Pendant 2 jours, des propositions ont été faites pour la prise en compte de leurs préoccupations. C'était à l'Institut des sciences et techniques de la communication dans la commune de Cocody. Serge Pacom Didi, Grace Kondo. Échange, retrouvailles entre professionnels des médias pour réfléchir sur la question du traitement de la femme dans les médias. Cela à l'occasion de la première édition de la Journée nationale des femmes des médias et dans les médias, initiée par le réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication et l'organisation des femmes reporters photographes de Côte d'Ivoire. Nous sommes derrière les caméras, mais aujourd'hui on nous donne l'occasion de nous mettre devant les caméras. C'est une journée très importante pour nous les femmes photographes particulièrement, parce qu'on nous donne l'occasion de voir un peu comment nous travaillons. Il s'agit pour nous de réfléchir sur une problématique qui met elle-même en cause la question de l'équité dans la société, la question de la justice dans la société, parce que la manière dont les femmes sont traitées dans les médias peut être aussi le reflet de la manière dont la société elle-même traite les femmes. Partage d'expériences, panel de formation autour du thème « Femmes des médias et dans les médias ». Relativité et perspective. C'est une belle initiative parce qu'elle amène à une réflexion, la représentativité des femmes dans le secteur des médias. Il y a de nombreuses femmes dans la corporation qui travaillent dans les médias aujourd'hui. Je suis vraiment très fière d'être à côté de toutes ces dames, de tous ces grands noms aujourd'hui. C'est toujours important, surtout si c'est pour organiser des formations, parce que le renforcement de capacités dans le monde professionnel est important, surtout ces métiers d'apprentissage. Porter la lumière sur la situation des femmes des médias et de la communication et des femmes en général dans les contenus médiatiques est l'objectif clé de cette journée des femmes des médias et dans les médias. C'est une première dans la localité à Saint-Fra. On a célébré la Journée internationale des droits des femmes, une initiative de la présidente de l'université Jean-Lourouillon Guédé de Daloa. Le professeur Abiba Tidou Sanogo a sensibilisé les femmes sur leurs droits. Mohamed Khalil Diomandé, Jean-Marc Djadji. Ambiance festive ce matin à Saint-Fra. Ces femmes célèbrent à l'unisson la Journée internationale des droits de la femme. À leur côté, Abiba Sanogo, cadre de Saint-Fra. Elle honore ces braves dames pour leur dévouement et leur leadership. Des honneurs matérialisés par la remise de présents. Outre le caractère festif, Abiba Sanogo a saisi l'occasion pour entretenir les femmes sur le message fort que revêt le thème de la 45e Journée internationale des droits de la femme, notamment l'égalité des chances pour un avenir durable en Côte d'Ivoire. Égalité des chances, ça veut dire que toi, femme de Saint-Fra, que l'État de Côte d'Ivoire a prévu tout pour toi. Que tu puisses aller à l'école ou mettre ton enfant à l'école. Toi-même, tu peux te soigner. Tu peux également soigner tes enfants, parce qu'il a créé les hôpitaux pour ça. Ça veut dire aussi, toi, femme de Saint-Fra,
que tu peux devenir président de la République. Ma joie est immense. Je ne sais comment manifester cette joie. Le grand cadeau qu'elle nous a fait, elle nous a enseigné notre droit. Cet enseignement qu'elle nous a donné, nous allons passer ça à la génération, à nos jeunes filles. Habiba, c'est une femme, elle a beaucoup de qualités. Franchement dit, nous on a besoin de quelqu'un comme Habiba. Cette célébration solennelle à l'endroit des femmes est la première du genre dans la localité de Saint-Fra. Les résidentes de la ville s'engagent à pérenniser cette initiative dans la région de la Marawi. Et il est bon de savoir que la nouvelle carte nationale d'identité établie à partir de 2009 ne sont plus en vigueur depuis le 31 mars dernier. Le directeur général de l'ONESI dimanche, l'invité de RTI1, Christian Kofiago, est venu faire le point de la distribution des nouvelles CNI avec Herman Guivet. Il s'était penché sur le problème relatif à la confection de nouvelles cartes. On regarde un extrait de son intervention. Avant d'établir le titre, nous avons deux étapes principales que nous effectuons. D'abord, il faut aller dans le centre de naissance pour vérifier dans le registre d'état civil si effectivement la pièce qui va servir à vous produire ce type d'identité existe effectivement bel et bien et dans les mêmes mentions dans le registre d'état civil de la localité en question. C'est lorsque cette étape est terminée que nous allons maintenant ensuite voir dans le tribunal qui a produit le certificat de nationalité si c'est un document authentique. Donc c'est d'abord lorsque ces deux facteurs coïncident que nous pouvons émettre le titre. Et ensuite, pour les renouvellements de cartes, nous regardons aussi les informations précédentes, donc les informations que vous aviez sur votre identité passée. Si ces informations-là diffèrent de celles que nous avons maintenant, il y a toute une procédure que nous devons suivre pour pouvoir être sûr que le titre que nous allons donner à la personne X correspond bien à son identité que l'administration détient de cette personne dans ses livres ou dans ses registres. Et c'est maintenant l'heure du 7 sur 7, le tour de l'actualité dans le monde, une sélection d'Abou Sanogo. L'ancien conseiller économique de Donald Trump, Peter Navarro, et Dan Scavino, en charge des réseaux sociaux, tous deux étaient assignés à comparaître devant la commission parlementaire chargée d'enquêter sur l'assaut du 6 janvier 2021, en raison de leur refus de témoigner dans l'enquête. 8 casques bleus sont morts dans un crash d'hélicoptère de la MONUSCO, la mission onusienne en RDC. L'appareil s'est écrasé dans l'est du pays, dans une zone où depuis quelques jours, d'intenses combats opposent les forces armées congolaises et les rebelles du M23. Les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir abattu l'appareil. L'ONU exige des enquêtes sérieuses et la vérité sur les crashs. La Corée du Nord n'a pas lancé de missiles monstres, contrairement à ce qu'elle a affirmé le 25 mars. Selon l'armée sud-coréenne, il s'agissait du même missile balistique intercontinental que celui testé à Pyongyang en 2017. Dans un communiqué, le président du groupe rebelle du Conseil du commandement militaire pour le salut de la République a annoncé suspendre sa participation aux discussions pré-dialogue à Doha. Le Conseil accuse la junte militaire au pouvoir de fourberie, tandis que la décision est contestée au sein même de sa délégation présente pour les discussions qui ont débuté depuis 2 semaines. Jean-Claude Kassibrou, le président de la commission de la CEDEAO et des techniciens sont à Ouagadougou, dans la capitale du Burkina Faso, depuis vendredi, et ils sont venus pour des travaux en vue d'obtenir une libération du président déchu, Roch Marc Christian Kaboré, et un chronogramme raisonnable de la transition. Des forces aériennes et terrestres ont mené une opération entre le 23 et le 31 mars dans la région de Moura, présentée par l'armée comme un bastion de groupes djihadistes. L'armée malienne a annoncé samedi avoir tué plus de 200 djihadistes lors de cette opération. Le président du Pakistan, Arif Alvi, a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. La décision intervient après la demande du Premier ministre Imran Khan et le blocage du vote d'une motion de défiance à son encontre. Cette dissolution entraînera la convocation d'élections législatives anticipées sous 90 jours.
On vous a tout dit et vous avez tout vu. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.